Depuis plusieurs décennies, les scientifiques tentent de mettre au point des agonistes du récepteur GLP-1 efficaces et sécuritaires. Certaines de ces molécules ont même été approuvées au Canada dans les années 2000. Portée par les médias sociaux et les campagnes publicitaires de son fabricant, la vague Ozempic a pris beaucoup d'ampleur au Canada. Cette popularité grandissante d'Ozempic et des autres agonistes du récepteur GLP-1, ainsi que leur utilisation hors indication, soulève de nombreuses questions. Plusieurs mythes circulent au sujet de ces molécules et la science doit encore explorer de nombreuses zones grises car plusieurs questions demeurent sans réponse. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à quelques-unes de ces questions et exposer certaines fausses croyances sur l'Ozempic et les agonistes du récepteur GLP-1. Existe-t-il des agonistes naturels du récepteur GLP-1? Étant donné la popularité de ces médicaments, il n'est pas surprenant d'entendre des personnes prétendre que certains suppléments augmentent naturellement la sécrétion du GLP-1 par les cellules de notre intestin. La réalité, c'est que les produits de santé naturels entraînant une perte de poids significative et durable n'existent tout simplement pas. Même si certains produits de santé naturels pouvaient augmenter la sécrétion du GLP-1 par l'intestin, ce qui n'est toujours pas démontré, le temps de demi-vie du GLP-1 sécrété naturellement par notre intestin est si court, 1 à 2 minutes à peine, que ses effets métaboliques seraient probablement mineurs. Par ailleurs, les concentrations sanguines atteintes avec des agonistes synthétiques du récepteur GLP-1 sont beaucoup plus élevées que la sécrétion physiologique provenant des cellules intestinales. Pourquoi Ozempic permet la réduction du poids corporel alors que les régimes échouent? C'est bien documenté, les personnes qui effectuent des tentatives de perte de poids ne réussissent que rarement à maintenir une perte de poids significative et durable. Quand on se place dans une situation de restriction calorique, notre organisme diminue sa dépense énergétique pour se maintenir en équilibre énergétique. L'organe responsable du maintien de l'équilibre énergétique, c'est le cerveau. Or, les agonistes du récepteur GLP-1 agissent sur le cerveau. En stimulant son récepteur dans les cellules de l'hypothalamus, GLP-1 ou ses analogues pharmacologiques envoient le message au cerveau que nous avons suffisamment consommé de calories pour subvenir à nos besoins. Le cerveau ne ressent donc pas le besoin de diminuer la dépense énergétique. Pour plusieurs scientifiques, Ozempic a fourni la preuve ultime que c'est le cerveau qui contrôle notre poids corporel, que la minceur n'a absolument rien à voir avec notre volonté et que le poids corporel, ce n'est pas un choix. Est-ce que les agonistes du récepteur GLP-1 accentuent la perte de masse musculaire? Quand on se place dans une situation de restriction calorique, que ce soit en utilisant des agonistes du récepteur GLP-1 ou lorsque l'on s'impose une situation de restriction calorique, à moyen terme, notre organisme commence à puiser dans ses réserves énergétiques. Bien que notre masse adipeuse diminue, notre masse musculaire diminue également, quelle que soit la méthode utilisée pour perdre du poids. En général, environ 60 à 80 du poids perdu provient des réserves de graisse, tandis que les 20 à 40 restants peuvent inclure du poids de l'eau, de la masse musculaire, des réserves de glycogène et d'autres facteurs. Les professionnels de la santé recommandent la pratique régulière d'activité physique, notamment pour préserver la masse musculaire lors d'un processus de perte de poids. Cette recommandation revêt une importance particulière pour les individus qui utilisent ces médicaments afin de limiter une éventuelle perte de masse musculaire excessive. La masse musculaire est un déterminant clé de notre longévité en bonne santé. Est-ce que je vais automatiquement perdre du poids? La plupart des personnes qui débutent un traitement avec un agoniste du récepteur GLP-1 perdent du poids en quelques semaines. Cependant, il y a une importante variabilité interindividuelle quant à la réponse à ces médicaments. Avec des doses élevées de sémaglutide, commercialisées sous l'appellation Wegovy, certaines personnes perdent à peine quelques kilos, alors que d'autres peuvent perdre jusqu'à 25 % de leur poids corporel. On ne peut pas prédire la perte de poids d'une personne avant de débuter le traitement, car celle-ci varie beaucoup d'une personne à l'autre. Est-ce que les effets métaboliques des agonistes du récepteur GLP-1 sont expliqués par la perte de poids? Le récepteur GLP-1 est exprimé par les types cellulaires de plusieurs organes comme le cerveau, le cœur, le tissu adipeux, l'intestin et d'autres.
Il est donc très difficile pour les scientifiques de confirmer que c'est la perte de poids qui explique bel et bien les effets sur la santé métabolique de ces agents thérapeutiques. 2 études se sont penchées sur la question. Dans la première, des chercheurs ont documenté l'effet d'un agoniste du récepteur GLP-1 appelé liraglutide sur le poids corporel, mais aussi sur les dépôts de graisse ectopique comme celle qui peut s'infiltrer dans le foie et l'abdomen, qu'on appelle la graisse viscérale ou intra-abdominale. Peu importe le poids corporel, c'est l'accumulation de graisse ectopique qui est associée aux complications cardio-métaboliques. Or, en mesurant la distribution du tissu adipeux avec l'imagerie par résonance magnétique, des chercheurs américains ont démontré que le liraglutide a induit une perte de poids moyenne de 5 %. Cependant, dans cette étude, la graisse viscérale a diminué en moyenne de 11 % et la graisse dans le foie a diminué de 33 %, donc en proportion plus grande que le poids sur la balance. Les scientifiques ont aussi évalué l'effet d'un autre agoniste du récepteur GLP-1 appelé albiglutide. Cette molécule a la particularité d'être couplée à une grosse protéine qui s'appelle l'albumine. En conséquence, cette molécule ne passe pas à travers la barrière hémato-encéphalique dans le cerveau et le traitement avec l'albiglutide n'induit pas de perte de poids significative en comparaison aux autres molécules de cette classe. Toutefois, une étude avec l'albiglutide a démontré que chez les personnes atteintes de diabète de type 2, l'albiglutide améliorait le contrôle glycémique et le risque d'événements cardiovasculaires à long terme, même en absence de perte de poids significative. Ce que les résultats de ces 2 études suggèrent, c'est qu'il y a plusieurs effets bénéfiques des agonistes du récepteur GLP-1 qui ne sont pas directement liés à la perte de poids. Vais-je ressentir des effets secondaires de ces médicaments? Les effets indésirables des agonistes du récepteur GLP-1 sont bien documentés. Les troubles gastro-intestinaux sont les effets secondaires les plus fréquents. Parmi ceux-ci, on retrouve nausées, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales. Certaines personnes ont également rapporté ressentir de l'aversion pour certains aliments. Bien que ceux-ci soient très fréquemment observés, la plupart des gens ne ressentent pas d'effets secondaires et la sévérité de ceux-ci varie d'une personne à l'autre. Dans certains cas, les effets indésirables peuvent disparaître au bout de quelques semaines ou après un ajustement de la dose du médicament. Dans d'autres cas, les effets secondaires peuvent être plus sévères, allant même jusqu'à nécessiter une hospitalisation. Un changement de traitement doit être envisagé pour les personnes chez qui les risques sont plus importants que les bénéfices. Comme pour l'effet sur la perte de poids, on ne peut prédire avant de débuter le traitement si une personne aura des effets secondaires ou non. Par ailleurs, d'autres effets secondaires tels qu'une augmentation des risques de pancréatite, d'occlusion intestinale et de pierres dans la vésicule biliaire sont documentés. Bien que ces effets secondaires soient plus rares, ils sont néanmoins plus graves et des études sur les effets à long terme sont nécessaires afin de mieux documenter ces événements. Qu'est-ce qui arrive si j'arrête l'Ozempic? Si une personne cesse de prendre ses médicaments pour abaisser le cholestérol remonte aux valeurs initiales. Si on cesse de prendre ces médicaments pour abaisser la pression artérielle, la pression artérielle remonte aux valeurs initiales. C'est la même chose avec Ozempic. Si l'on cesse le traitement avec un agoniste du récepteur GLP-1, les effets du médicament ne seront plus observés. Dans l'étude STEP 4, après une perte de poids initiale avec des doses élevées de sémaglutide, la plupart des patients ont repris une importante proportion des kilos perdus après avoir cessé le médicament. Mais une petite proportion de participants a maintenu une perte de poids. Le même phénomène a été observé pour la glycémie, qui est revenue aux valeurs initiales dans la majorité des cas. Cependant, dans cette étude, la variabilité interindividuelle n'a pas été étudiée, ce qui signifie alors qu'il y a probablement plusieurs personnes qui ont repris la totalité du poids perdu, alors que d'autres peuvent avoir maintenu une partie de la perte de poids. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'études sur le sujet, dans certains cas, les effets métaboliques peuvent encore être observés pendant plusieurs mois chez les personnes qui ont cessé le traitement et qui ont changé leurs habitudes de vie de façon importante et durable. Toutefois, dans la grande majorité des cas, les kilos perdus sont retrouvés et le traitement doit être maintenu à long terme pour en tirer des bénéfices.
Comme ces médicaments sont de plus en plus utilisés dans des populations pédiatriques, c'est d'autant plus important d'obtenir des données sur les effets à long terme des agonistes du récepteur GLP-1, car force est de constater que plusieurs personnes seront traitées avec ces agents thérapeutiques pendant plusieurs décennies. Est-ce que l'Ozempic peut être utilisé chez des personnes avec des troubles de comportement alimentaire? Des résultats de recherche préliminaires suggèrent qu'en ciblant les signaux de satiété et les sentiers métaboliques de la récompense dans le cerveau, les agonistes du récepteur GLP-1 pourraient être bénéfiques chez des personnes atteintes d'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est un trouble des conduites alimentaires, un TCA, caractérisé par une consommation excessive d'aliments, souvent sans que la personne puisse contrôler son comportement alimentaire. Cependant, les auteurs d'une revue systématique sur le sujet ont été très clairs. Les recherches sur les possibles bénéfices des agonistes du récepteur GLP-1 dans cette population sont très préliminaires et des études de meilleure qualité devront être effectuées sur le sujet. Il y a aussi plusieurs questions toujours sans réponse quant à l'utilisation de ces médicaments chez des personnes avec d'autres troubles du comportement alimentaire ou à risque d'en développer. Je pense entre autres aux jeunes adolescentes et adolescents qui sont particulièrement vulnérables aux troubles de l'image corporelle et même à l'anorexie. Parce que l'on vit dans une société qui attribue une valeur très importante au poids corporel et que la culture de la minceur s'infiltre dans plusieurs sphères de celle-ci, ce n'est pas surprenant de voir de plus en plus de personnes vouloir prendre tous les moyens à leur disposition pour perdre du poids. Ozempic s'inscrit aussi dans cette quête insatiable de la minceur. Plusieurs enquêtes journalistiques ont démontré qu'en quelques clics, il est possible d'obtenir une prescription d'Ozempic. Comme il n'y a pas d'études de qualité en ce moment sur l'impact des agonistes du récepteur GLP-1 chez les patients atteints de ces troubles de comportement alimentaire ou qui ont étudié les enjeux psychologiques complexes soulevés par la popularité de ces médicaments, plusieurs médecins et chercheurs ont sonné l'alarme pour mettre en lumière les conséquences négatives que pourraient avoir ces médicaments dans cette population. Il souligne notamment l'importance du suivi multidisciplinaire chez les patients qui utilisent des agonistes du récepteur GLP-1, car bien que plusieurs personnes qui utilisent ces médicaments perdent du poids et améliorent leur santé métabolique, ça ne veut pas nécessairement dire que leur relation avec la nourriture, leur estime de soi ou leur qualité de vie s'améliore pour autant. Ces aspects ne sont pas étudiés en ce moment et les possibles conséquences de l'utilisation de ces médicaments sur la santé psychologique demeurent nébuleuses. Le suivi multidisciplinaire peut comprendre, par exemple, l'intervention de nutritionnistes ou diététistes régis par un ordre professionnel tel que l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec. Ces professionnels de la santé sont qualifiés pour fournir un suivi nutritionnel adapté aux personnes qui utilisent ou qui envisagent l'utilisation des agonistes du récepteur GLP-1. Il y a une autre raison importante de travailler de concert avec une ou un nutritionniste diététiste. C'est qu'il faut à tout prix éviter les carences alimentaires et s'assurer que les personnes traitées avec ces médicaments aient accès à tous les nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Pour le moment, il n'y a pas de preuve que l'Ozempic peut mener à des carences alimentaires. Cela dit, ce n'est pas parce que l'on n'étudie pas un phénomène qu'il n'existe pas. Avec des agonistes du récepteur GLP-1 en développement qui sont de plus en plus puissants et qui coupent la faim à un point tel que plusieurs personnes perdent carrément le goût de manger, la vigilance quant au risque de carence alimentaire s'impose. Un suivi multidisciplinaire étroit sera aussi nécessaire pour bien évaluer l'impact de ces nouveaux médicaments sur la santé physique et psychologique des utilisateurs. Est-ce que l'indice de masse corporelle doit être utilisé pour déterminer qui doit être traité par les agonistes du récepteur GLP-1? Dans les épisodes 9 à 11, nous avons soulevé plusieurs éléments ayant poussé des médecins et des chercheurs à remettre en question l'indice de masse corporelle, ou l'IMC, en pratique clinique. L'IMC a toutefois été utilisé comme critère d'inclusion dans la majorité des études ayant documenté les effets des agonistes du récepteur GLP-1 et est encore utilisé par les assureurs pour établir les critères de remboursement de ces médicaments. La vague Ozempic soulève aussi plusieurs questions sur la nécessité ou non de médicaliser les personnes sur la base de leur IMC. Je pense que c'est important de rappeler ici que le poids corporel, à lui seul, ne doit pas être utilisé pour déterminer si une personne est en bonne santé ou non et si elle devrait être traitée ou non,
et que l'on peut être une personne en bonne santé, heureuse et épanouie, même si on a un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré. Alors que l'utilisation des agonistes du récepteur GLP-1 semble être de moins en moins limitée aux personnes atteintes du diabète de type 2, souhaitons que, dans le futur, des critères objectifs de santé comme la présence de prédiabète, de certaines maladies cardiovasculaires ou d'autres conditions médicales seront utilisés plutôt que l'IMC pour établir les critères de remboursement de ces médicaments. En terminant, j'aimerais remercier ma collègue Marie-Claude Vaule de l'Université Laval, le Dr Rémi Rabaza-Loret de l'IRCM, ainsi que la Dr Anne-Marie Carreau, médecin spécialiste en endocrinologie et métabolisme, chercheuse au CHU de Québec et membre du comité exécutif de la SQLNM, qui ont grandement contribué à la préparation du contenu des épisodes sur les agonistes du récepteur GLP-1. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a pu répondre à certaines de vos interrogations sur l'utilisation de ces médicaments. Il est important de souligner que mon intention n'était pas de vous informer si ces thérapies sont bénéfiques ou risquées pour vous ou pour vos proches et que le contenu de notre chaîne ne vise pas à remplacer l'avis du ou des professionnels de la santé qui vous suivent. Cependant, nous espérons que ce contenu a pu nourrir vos réflexions et vous aider à prendre une décision éclairée.